Bonjour Lumé. Bonjour Ludovic, Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. je vous en prie. Je vais essayer de vous présenter rapidement. Vous pratiquez le zen Rinzai depuis la fin des années 70. Exactement, j'ai commencé en 78 en fait, Bon, 1978. vous avez pratiqué donc suite à une expérience zen en 2010, qui a été une expérience décisive et que vous avez Oui, relatée dans un ouvrage intitulé Expérience zen, il me semble. exactement, qui est paru chez Almora. Suite à cette expérience-là, vous avez ouvert un centre, enfin une antenne Zen Rinzai qui s'appelle le Exactement, Zendo de la Fontaine. tout à fait, oui, Et donc, vous y recevez des personnes pour pratiquer de manière hebdomadaire. exactement. Par ailleurs, vous avez aussi une activité littéraire, puisque vous êtes auteur de science-fiction. Pas Euh, que, mais effectivement, au sens large, je dirais auteur dans le domaine de l'imaginaire. oui. Et effectivement, il y a la science-fiction occupe une place privilégiée dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, vous vous consacrez, j'imagine, beaucoup à l'écriture et à la pratique. Bien Euh, sûr, bien sûr. et donc, ce que Ils ne sont pas d'ailleurs séparés en fait. excusez-moi, je vous ai pas entendu. Je dis que les deux ne sont pas tout à fait séparés. Hmm. Je veux dire que le zen imprègne mes récits en général. Il est difficile d'écrire sans être soi-même, et une part de moi-même étant totalement imprégnée de zen, quand je parle une grande part de zen, donc il est difficile d'écrire, même dans le domaine de l'imaginaire, sans que le zen soit présent. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Donc, vous dites que vous êtes imprégné de zen. Et justement, ce qui m'intéresse pour commencer cette conversation, ce serait de connaître un petit peu bah, l'histoire qui vous a amené à être aussi imprégné de zen et votre parcours dans cette, si on peut appeler ça une tradition. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu tout ça? Oui, alors je veux dire que j'ai commencé le zen d'une manière très étrange et certainement inhabituelle. Je devais avoir quelque chose comme 11 ans et j'étais de tradition catholique, donc j'étais en cours de catéchisme et je me préparais à la communion solennelle. Et à un moment donné, le curé, dans son cours, nous dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me souvenais que quand j'étais plus jeune encore, que mon père, qui a été matelot dans la marine nationale pendant la guerre, et donc qui avait tourné le monde, surtout il avait vécu dans plusieurs endroits du monde, m'avait dit, enfin avait dit, à je ne sais plus quelle occasion, que les Chinois avaient un dieu qui s'appelait Bouddha. Bon, à cette époque, je n'avais pas l'autorité ni les moyens de le contredire, mais bon, ça c'était resté. Et quand j'ai entendu le curé me dire, enfin nous dire, pas nous, parce que nous étions plusieurs, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, j'ai levé le doigt et j'ai dit, attendez, il ne peut pas y avoir qu'un seul Dieu, puisque les Chinois en ont un autre qui s'appelle Bouddha. Et là, le curé, sans que je m'y attende, me flanque une gifle magistrale et magistral au point que j'étais complètement sonné. J'ai vu des étoiles, enfin, comme on peut l'imaginer quand on prend une gifle comme ça. Et suite à ça, et probablement pas à cause de ça, il m'a refusé la communion solennelle et j'ai quitté l'Église catholique de cette façon-là. Mais vous voyez, l'entrée dans le bouddhisme s'est faite d'une façon étrange. J'étais jeune, de manière totalement inattendue et peu orthodoxe, il faut dire. Et j'ai mis quelque temps à comprendre pourquoi cette gifle était le premier enseignement du Bouddha, et notamment dans le zen, parce que le zen, surtout à l'époque de l'INSI, c'est-à-dire de Rinzai, fonctionnait avec des méthodes un peu rudes, dont les gifles, des bastonnades. Et je me souviens que Lindsay, Rinzai, après qu'il a réalisé sa vraie nature, a retrouvé son maître qui s'appelait Wang Po et il lui a flanqué une gifle.
Donc, d'une certaine manière, sans me prendre pour Wang Po et le curé pour l'INSEE, eh ben, la gifle est venue jusque dans cette salle de catéchisme, si vous voulez. Voilà. Donc, ça, c'est la petite. Comment j'ai démarré. Évidemment, je n'avais pas conscience que ça pouvait être un commencement, mais par la suite, eh ben, on peut comprendre que le sens de cette gifle, au fond, elle est liée à toute l'histoire qui a suivi. Et donc, quand j'avais 16-17 ans, j'étais musicien. Et à cette époque, on était attiré, c'était dans les années 70, donc même un petit peu avant, par toute la spiritualité qui venait d'Orient. C'était l'époque du New Age et tout ça. Et je lisais beaucoup. Alors, le premier livre que j'ai lu, justement, c'était un copain qui m'avait passé, c'était des entretiens de l'INSEE. Alors, j'avoue qu'à l'époque, je n'y avais rien pigé, mais alors absolument rien, au point que j'ai laissé tomber. Et puis ensuite, bon, je me suis accroché, et j'ai fait des rencontres, et j'ai lu beaucoup d'ouvrages de métaphysique, de René Guénon notamment, Julius Evola, bien d'autres, Coomaraswamy. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la métaphysique. Et ensuite, enfin, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'est ce que j'apprenais qui m'intéressait beaucoup. Ça restait assez superficiel et ça n'avait d'intérêt que dans les conversations de salon, enfin de salon, si on peut dire. Et donc, j'ai voulu pratiquer le Hatha Yoga. Donc, j'ai appris le Hatha Yoga. J'ai eu comme professeur un enseignant qui était connu, qui est toujours connu, qui s'appelle André Van Lisbeth. Il est décédé actuellement. Et donc, j'ai appris le yoga avec lui. Et parallèlement, ça c'était plus dans les 1977, j'ai appris l'existence d'un centre de bouddhisme tibétain en Bourgogne, à Toulon-sur-Arroux, qui s'appelait Kagyuling, qui s'appelle encore Hmm. Kagyuling d'ailleurs. Et là, j'ai rencontré des lamas et d'autres personnes. Et à ce moment-là, quand j'y suis allé, il y avait Kalu Rinpoche, le premier du nom. Et donc, j'ai pris refuge avec Kalu Rinpoche. Et très rapidement, je me suis inscrit. Alors, on a eu des enseignements Shiné, Lactong, enfin, Mhm. etc., qui correspondent à Samatha et Vipassana. Et donc, je pratiquais le bouddhisme tibétain avec le hatha yoga. C'est un peu bizarre, mais enfin, j'arrivais à concilier les deux. Et ensuite, j'ai fait une retraite avec le lama qui, à l'époque, était probablement le supérieur de Kagyu qui s'appelle Lama Sherab, de mémoire, et qui était entouré de deux traductrices parce qu'il ne parlait pas français à l'époque. Je ne sais pas s'il parle français en ce moment, mais à l'époque, il ne parlait pas français. Et moi, enfin, et nous, parce que j'étais pas tout seul, ne parlions pas tibétain. Donc, il y avait deux traductrices. Et j'ai fait une retraite qui s'appelle POA, la traduction, enfin le sens, je dirais, ça s'appelait transfert de conscience subtil au moment de la mort. C'est tout un programme. Hmm. Donc j'ai fait une retraite à Kagyuling. Et suite à la retraite, bon, qui s'était déroulée d'une manière un peu secrète, enfin, normalement on ne parle pas de ça, on avait donc un certain nombre de choses à faire chez soi, et notamment la récitation du mantra d'Amitabha. Et au terme des récitations, il y en avait un certain nombre, 10 000 de mémoire, je me servais d'un Ouais. mala à l'époque pour les réciter. J'ai vécu une expérience qui m'a totalement bouleversé, mais c'était quelque chose que je n'avais jamais imaginé. C'était une jouissance extraordinaire du type d'un orgasme, mais sans limitation de durée, hein, vous voyez, bon, sans éjaculation, mais avec érection. Excusez-moi tous ces détails, c'est un peu, mais voilà, pour les hommes, en tous les cas, c'est comme ça. Et donc, ça m'avait étonné. Et surtout, j'étais capable de la reproduire à l'envie. Alors, évidemment, c'était très intéressant, hein. Enfin, c'était intéressant de pouvoir la reproduire et en même temps, c'était très agréable. Et quand j'ai revu, suite à un stage d'enseignant de yoga, parce que j'ai quand même enseigné le hatha yoga, j'ai revu Van Lisbeth et je lui ai dit ce qui s'était passé. Et il m'a dit, parce que c'était un enseignant de yoga qui connaissait bien le tantri, mais il m'a Mhm. dit que j'avais ouvert un chakra.
Ah, alors bon, ok. Il m'a dit, mais c'est fréquent chez certains, c'est fréquent, chez les gens qui pratiquent assez régulièrement, et comme j'enseignais, je pratiquais assez régulièrement et même de façon intensive. Donc, c'était pas une expérience, je dirais, extraordinaire. Elle était dans la sensation, mais en dehors de ça, il n'y avait aucune dimension, comment dirais-je, ce qu'on appelle une dimension sapientiale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de compréhension, de reconnaissance de sa vraie nature. C'était simplement jouissif. Hein. Et il y avait un autre problème associé à ça, c'est que bon, c'était des entrées en samadhi, c'est que j'étais marié à l'époque, j'avais un enfant, ça me coupait complètement de ma famille, des autres. Et très rapidement, je me suis rendu compte que ben, c'était soit je coupais les ponts avec ma famille, avec le reste du monde, et Mhm. j'entrais dans un monastère, soit ben, j'arrêtais cette pratique et je renouvelais avec mon existence mondaine. C'est le choix que j'ai fait. Et c'est à ce moment-là, donc en 78, que j'ai appris l'existence d'un centre zen en Ardèche, à Aubenas, qui s'appelait à l'époque le centre du Taillé. Ça s'appelait la Falaise Verte. Ça s'appelle toujours la Falaise Verte, mais ce n'est plus à Aubenas, c'est à Saint-Laurent-du-Var, pardon, c'est à Saint-Laurent, je ne sais plus exactement quoi c'est toujours en Ardèche. Et donc, j'ai me- pratiqué le Zen Rinzai depuis jusqu'à présent. Hein. Donc, j'ai fait des séchines, je pratiquais Zazen tous les jours. Alors, le Zazen, quand je suis entré dans le Zen Rinzai, j'avais à l'esprit l'idée que j'en pouvais me donner un koan d'emblée, puisque le Rinzai est réputé pour travailler sur les koans, qui ne travaillent pas exactement comme dans le Soto. Mais quand je suis arrivé, Tai Ken Joji, à l'époque, qui était le supérieur, m'avait donné le Susokan, c'est-à-dire le compte cyclique des respirations pour, euh, pour forcer ma détermination d'une part et puis la concentration. En fait, c'est la pratique de samatha Mhm. qu'on retrouve un peu avec Anapanasati, sauf c'est appuyé sur des comptes cycliques, donc on compte de 1 à 10, etc. Et on renouvelle aussi souvent que nécessaire, ou autant que dure la séance de zazen, donc indéfiniment. Donc j'étais un petit peu déçu de ne pas avoir eu un koan, mais d'un autre côté, je me suis rendu compte que un koan, ça n'aurait jamais marché. À cette époque-là, j'étais pas prêt. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts parce que la manière dont sont compris les koans en Occident, je le précise bien, et notamment même dans l'école Soto, autant que dans l'école Rinzai, ça reste une gymnastique intellectuelle. Alors même si ça se présente sous la forme d'une aporie, quelque chose d'un peu paradoxal, ce n'est pas ce qui est important quand on travaille les koans. On y reviendra, mais bon, voilà. Donc, j'ai pratiqué essentiellement le Susokan, mais j'ai pratiqué aussi souvent Sesshin, et il restait en moi quand même une volonté d'aller à la recherche de ma vraie nature et bien évidemment de la trouver. Et cette volonté, elle se heurtait à un certain nombre de difficultés qui en elles-mêmes sont des formes de koan. Hein. Donc, et c'est cette recherche permanente qui était ancrée en moi, qui, je pense, a fini par me conduire lors d'une expérience de Roatsu à un véritable lâcher-prise. Mais quand je parle d'un lâcher-prise, ce n'est pas une manière de se détendre, parce que souvent on dit, bon, lâcher-prise, c'est-à-dire qu'un peu, bon, on se détend, on abandonne tout. Quand j'entends par lâcher-prise quelque chose qui est de l'ordre de l'arrachement, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on s'accroche à plein de choses, un peu comme, je dirais, à une personne qui est à l'agonie et qui doit à un moment donné traverser cette agonie pour mourir vraiment. Donc, si le lâcher prise, c'est quand on meurt au fond. Hein, mais c'est une façon de parler, évidemment, on est encore vivant. Mais c'est comme ça qu'on arrive.
au lâcher-prise dans le zen. Le zen, le véritable lâcher-prise n'est pas une manière d'être, comment dirais-je, de laisser les choses aller à leur guise. Hein, c'est vraiment, c'est s'accrocher avec un effort intense, euh, prolongé, qui se poursuit même quand on n'est pas conscient. Donc il y a une tension permanente. Alors il faut arriver à une tension juste, parce que vous savez, sinon c'est comme, je sais pas, c'est comme un arc qu'on tire. Si on tire trop fort sur la corde, l'arc risque de casser. Si on ne tire pas assez, la flèche ne part pas. Donc il faut une tension juste. Et donc cette tension juste, elle se trouve à un moment donné euh, pour que la recherche se poursuive, y compris quand on n'est pas conscient d'être en recherche. Hein. Voilà. L'image qui est souvent, enfin souvent, l'image que j'aime utiliser pour ça, c'est un peu comme quelqu'un qui est amoureux et qui ne peut pas penser tout le temps à sa bien-aimée ou son bien-aimé, et qui donc à un moment donné est affairé pardon, à des tâches diverses, peut même dormir. Il ne pense pas forcément à sa bien-aimée, mais elle est ou il est toujours là, Mm. en fond. Donc, le, le- alors, cette manière de rechercher intensément, avec un effort qu'il faut ajuster à force de pratiquer, on appelle ça douter dans le zen. Mm. Alors, voilà, c'est important. Et quand on travaille sur des koans, notamment dans le Rinzai, il faut trois choses qu'on appelle les trois piliers du Zen. Il faut d'abord une foi inébranlable en sa nature de Bouddha. Il faut une détermination, parce que si on sent détermination pour trouver cette nature de Bouddha. Et ensuite le doute. Le doute est un élément fondamental. Sans ce doute, la foi et la détermination, enfin, même s'il manque un seul de ces points, c'est comme disent les maîtres zen, disait un ancien maître zen, c'est comme un chaudron à trois pieds auquel il manquerait un pied, donc il serait bancal. Donc il n'y a pas de possibilité d'aboutir à une expérience zen décisive qu'on appelle kensho dans le zen rinzai, dans le zen en général. Hein. Et donc sans ce doute-là, sans cette détermination et sans cette foi, on n'arrive pas, on ne peut pas aboutir à une expérience zen décisive. Donc voilà, je suis arrivé, c'est en gros mon parcours. Alors, je n'ai pas précisé, je suis laïque, hein, je n'ai jamais souhaité prendre l'habit de moine, je suis toujours dans mon existence mondaine, et je n'ai pas non plus cherché à partir au Japon pour savoir comment pratiquer. Assez rapidement, j'ai toujours considéré que si on voulait comprendre quelque chose, il fallait le trouver à l'intérieur. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'on vous parle du zen, on vous parle de quelque chose et vous le sentez comme quelque chose d'extérieur. En fait, pour que le zen vous parle, il faut qu'il vous parle à l'intérieur, à partir de l'intérieur de vous-même. Donc, c'est important, c'est ne faire qu'un avec ce qu'on recherche, ne faire qu'un avec le zen. C'est pour ça, je parlais au tout début de l'imprégnation du zen. Le zen imprègne la personne quand il se trouve à l'intérieur de soi, bien sûr, et dont toutes les manifestations, en quelque sorte, sont des manifestations du zen. Et c'est pourquoi je disais dans mes écrits, même dans le domaine imaginaire, le zen est toujours là. Voilà, Et alors, vous avez évoqué vous avez fait votre chemin dans le Zen Rinzai. tout à Vous fait. avez évoqué donc les koans, mais vous n'avez pas commencé par les koans. Tout à Mais fait. est-ce que vous pourriez peut-être, pour les personnes qui ne sauraient pas peut-être la différence, quelle serait la particularité même du Rinzai au niveau de l'approche de la pratique ou de la compréhension et même ou de l'éthique? Enfin, comment, qu'est-ce qui particularise cette tradition, cette école?
Alors, le Rinzai, ça ne cesse- et le Soto, hein, on va dire, n'étaient pas complètement séparés. En Chine, en tout cas, ils ne le sont pas, hein. Bien qu'il existe des écoles, l'école de l'INSI et l'école Caodong qui se rapprochent. L'INSI, c'est donc le Rinzai, et Caodong, c'est le Soto. Il n'y avait pas de séparation, c'est-à-dire globalement, le Zen, il fonctionnait à peu près de la même façon. Le sixième, il démarre depuis alors, le zen tel qu'on se pratique maintenant, il démarre depuis le sixième patriarche qu'on a appelé Huineng, et donc qui a donné naissance à toutes les écoles, et donc le zen, le Soto et le Rinzai. Et à cette époque, il n'y avait pas de séparation. Et par la suite, pour des raisons assez difficiles à comprendre, enfin, les adeptes ont considéré les adeptes du Chan, ça s'appelle le Chan en Chine, euh, il était très important, il est très, très réputé, mais les bouddhistes chinois reprochaient au Chan de privilégier l'expérience Chan, hein, l'expérience au sutra. Et donc au sutra du Mahayana, parce que le bouddhisme en Chine à cette époque, était le Mahayana qui était privilégié. Et donc, vers le 9e siècle, ou même un peu avant, même assez rapidement, même tout de suite après Huineng, les adeptes ont désiré que les adeptes du Chan, que pour donner une authenticité à leur pratique, donc être intégrés au Mahayana. Et donc, depuis le Zen, du moins le Zen monastique, est mahayaniste alors qu'avant, il était plutôt non sutrique. Non sutrique. Donc, il n'était pas rattaché à des sutras. C'était l'expérience qui primait. Et donc, à partir après Huineng, c'était donc vers le 7e siècle, jusqu'à peu près au 9e siècle, la pratique s'est développée sur la base du Mahayana, donc de l'enseignement du Mahayana, des sutras, et les maîtres zen se sont rendus compte, mais là après c'était à partir du 10e ou 11e siècle, qu'il y avait une dérive. Il y avait une dérive, c'est-à-dire qu'il y avait certains moines qui pratiquaient essentiellement le zazen, c'est-à-dire le dhyana, hein, Mhm. d'autres qui s'intéressaient aux règles du Vinaya et donc à l'éthique, etc., donc qui étaient s'intéressaient donc à l'éthique, et d'autres, au contraire, à la littérature, à l'analyse, à l'étude des sutras. Donc, il y avait l'étude des sutras faisait partie de la discipline de Prajna. Le Vinaya, tout ce qui était la morale, la moralité, etc., l'éthique, c'était Sila. Et d'autres pratiquaient essentiellement le dhyana, mais un peu pour arriver dans un état de quiétude, un état de samadhi. Donc les moines se sont rendus compte qu'à une certaine époque, au moins à partir du XIe siècle, il y avait une perte, il y avait une dérive du zen, et donc, ils ont introduit des choses qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas travaillées de la même façon, qui n'étaient pas travaillées. Hein, ils ont introduit le koan dans la pratique de dhyana pour, en quelque sorte, introduire de la prajna dans le dhyana. Et ainsi, on retrouvait l'idée du premier patriarche, du premier jusqu'au sixième, je dirais le caractère subitiste du zen. Parce que le zen je dirais, se distingue des autres écoles bouddhistes par son caractère subitiste. Le caractère subitiste s'exprime par ce qu'on appelle le jeu simultané de la triple discipline, c'est-à-dire où dhyana, prajna et sila sont indifférenciés. Donc, à partir du XIe siècle, ils ont introduit les koans, et je dirais, et c'était vrai aussi bien pour pour l'école de l'INSI, même avant l'INSI, hein, donc, puisqu'il y avait Nongaku, donc, etc., que dans l'école Kaodong, qui est devenue ensuite l'école
l'école zen au Japon. Donc ensuite, jusque, on va dire, avec, jusqu'au XVIIe siècle, parce qu'entre-temps, il y a eu des moines japonais qui se sont rendus en Chine pour recevoir l'enseignement. Mhm. Et donc, notamment Dogen au XIIIe siècle, qui est parti en Chine. Donc, Dogen qui sera le premier patriarche de l'école Soto. Et donc, lui, il avait rencontré un maître de l'école de Kaodong, donc, qui s'appelait Myojo. Et donc, il a eu son Kensho avec Myojo. Et puis, il y avait un autre, le Rinzai, c'est-à-dire qui était parti. Mais le personnage le plus célèbre, c'était plutôt Dogen. Donc Dogen, lui, enseignait à partir de sa propre expérience, hein. Et il avait écrit aussi un certain nombre de textes, dont le Shobogenzo, qui est probablement le plus important. Je ne suis pas du Soto, donc il y a beaucoup de gens de Soto bon, chez qui ça va bon, enfin, vont pas forcément être d'accord. Et donc, il y avait aussi l'école Rinzai, qui est rattachée au Rinzai, qui, elle, fonctionnait toujours avec la méthode des Koans. Et dans l'école Soto, les Koans étaient pratiqués de la même façon que dans le Rinzai. Et donc, ça s'est passé de la même façon pour le Soto comme pour le Rinzai jusqu'à peu près, on va dire, au XVIIIe siècle, hein, où il y a eu, autant dans le Rinzai que dans le Soto, deux réformateurs. Alors, pour le Rinzai, le réformateur, c'est Aquin, et lui, donc, a instauré le protocole des Koans parce que c'était plus tout à fait. Il y avait une étude des Koans, mais lui, il a introduit des Koans par ordre de difficulté. Donc, il y a tout un protocole. Et dans le Soto, il y avait un maître dont je n'ai oublié le nom, je crois que c'est Mason, qui a réintroduit le Shobogenzo dans l'étude. Parce que les deux écoles pratiquaient de la même manière, mais parce que, d'après ce que j'ai compris, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, j'ai entendu que quelqu'un le disait. Il semblerait que puisque Dogen avait été critique à l'époque, dans ses écrits à l'égard de Rinzai, de Lindsay, à cause de ça, le Shobogenzo n'était pas étudié. Mhm. Mais ça, je ne pense pas que ce soit à ce niveau-là, parce que en réalité, dans les monastères Rinzai, il n'y a pas d'étude de texte avant Kensho. On interdit dans les monastères l'étude des sutras avant Kensho. Et donc, c'était normal que tous les pratiquants des koans et qui pratiquaient comme il faut les pratiquer, donc n'étudiaient pas les sutras, ou alors très peu, hein. Et ça, c'est quand ça a été introduit, avec les textes qui allaient avec, ça a été introduit à ce moment-là, dans l'école Soto, on a travaillé les écrits de Dogen, dans lesquels il y avait énormément de commentaires de Kohan, et les Kohan ont été travaillés dans le Soto, mais d'après les commentaires de Dogen. Donc, c'est une manière de les comprendre, je dirais, à partir de leur expression verbale, hein, alors que dans le Rinzai, on ne pratique pas les koans de cette manière-là. On pratique dans ce qu'on appelle l'investigation du Watu. Alors, il faut que je vous dise ce que c'est que le Watu. C'est un mot qui est chinois qui signifie être un mot tête. Watu, ça veut dire mot tête. Donc, Mhm. c'est quelque chose qui vient avant le mot. Et quand le mot est prononcé, ça devient un Huawei, c'est-à-dire un mot que. Alors, un exemple simple, un des koans les plus célèbres, c'est le fameux Mu de Joshu. C'est un moine qui demande à Joshu, qui est son maître, le chien a-t-il la nature de Bouddha? Voilà. Et Joshu répond Mu.
hein, c'est un mou. Mou, c'est un mot dont la signification varie de rien à vacuité, néant, etc. Mm. Donc, le moine considère que c'est une négation stricte, et donc que Joshu contredit le Sutra du Nirvana, qui dit que tous les êtres ont la nature du Bouddha, et donc les chiens aussi. Et les maîtres zen demandent en général pourquoi Joshu a répondu mou et donc qui est compris comme un non, hein, un non catégorique. Et donc, Mm. on essaie d'extrapoler pourquoi il a répondu non, et donc on essaie de comprendre, alors que c'est pas logique. Et donc, on va donner des explications qui se valent plus ou moins. Mais on travaille surtout sur le mou tel qu'il est dit. Dès l'instant où le mou est dit, c'est un Huawei. Donc, on travaille sur le Huawei. Mais dans le Rinzai, on ne va pas travailler sur le mou tel qu'il est dit, sur sa signification verbale, c'est Mm. oui, non, etc. On va aller investiguer le Watu avant qu'il soit dit. Donc, pour comprendre la véritable signification du mot, il faut en quelque sorte devenir Joshu et répondre au moine. Donc il faut que le mot prenne naissance dans le cœur même de l'homme, indifférencié de Joshu. Vous comprenez? Donc c'est une manière différente de travailler les koans. Et donc je dirais que la distinction qui se fait entre le Rinzai et le Soto repose sur la manière de travailler les koans. Et aussi le fait que pour le Rinzai, il y a une pratique avant ce qu'on appelle Kensho. Kensho étant, voulant dire voir dans sa vraie nature, qui est le Mm. premier pas de l'éveil. Donc il y a une pratique avant Kensho, donc qui est la pratique des koans ainsi que je l'ai indiqué. Alors là, cette recherche cette investigation du Watu qu'on appelle douter, dont je vous avais donné l'explication tout à l'heure, c'est une manière d'introduire de manière un peu pour chercher à fouiller le samatha. C'est en fait la concentration sur un objet unique. Le Mm. koan est travaillé sous la forme de samatha. Et donc, à chaque fois que l'élève se rend en sanzen, c'est-à-dire en entretien particulier avec son maître, il va il va donner son mou. Généralement, il va le recracher comme si c'était un vrai mou. Et évidemment, ça marche pas toujours comme ça. Mais bon, il va jusqu'à ce que le mou tel il va le dire au maître. Tant que ça reste quelque chose qui est pas encore tout à fait celui de Joshu, il sera remballé. Mais le moment où il va trouver sa vraie nature, où il va la voir, à ce moment-là, le mou qu'il dira sera le mou de Joshu. Mm. Et le maître va reconnaître. Et là, il y aura Kensho. Et parce qu'on peut donner des explications intellectuelles correctes au Kohan, mais il n'y aura pas forcément Kensho. Donc il y a pour le Rinzai une pratique avant Kensho, puis une pratique après Kensho qui devient de fait une pratique éclairée. Mm. Et la pratique après Kensho, donc c'est l'équivalent de la pratique Soto, qui est une pratique éclairée, enfin qui est dite pratique éclairée. Mais la scission habituelle qui se fait entre le Soto et le Rinzai, c'est que le Soto, enfin, les pratiquants du Soto, bien qu'ils reconnaissent le Kensho ou le Satori, qui est un mot synonyme, considèrent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir Kensho ou Satori pour pratiquer de manière juste, ce qui n'est pas l'avis d'un pratiquant Rinzai. Pour un pratiquant Rinzai, il faut Kensho pour que véritablement il y ait Zazen. Zazen, la signification de Zazen, alors Za, c'est la syllabe qui veut dire assis, et Zen, ça veut dire la contemplation
de la nature immuable de l'esprit. Mais ça, d'après le sixième patriarche, dont je rappelle qu'il est à l'origine du Soto et du Rinzai, et donc c'est Huineng qui est vécu à peu près vers le 7e siècle, hein. Et donc, d'après lui, c'était pas nécessairement formellement le fait de s'asseoir sur un zafou. Pour lui, l'assise, c'est briller au travers des circonstances, bonnes ou mauvaises, l'esprit tranquille. C'est tout. C'est briller au travers des circonstances, bonnes ou mauvaises. Ça, c'est être assis. Donc, mais ça, on comprend bien qu'on peut briller à travers en étant marchand, en faisant n'importe quoi. Voilà. Donc, il y a la différence entre le Soto, le Rinzai et Résidici. Alors, je ne sais pas si. C'est très complet, c'est très clair. Et j'ai une question sur un point qui est quand même, ce qui me semble important, c'est sur le Kensho. Parce que vous avez évoqué le fait que c'est quelque part le maître qui va dire si le disciple a finalement est parvenu quelque part au Kensho. Alors, Pas est-ce nécessairement. Pas pas nécessairement. nécessairement, d'accord. Pas nécessairement. Le maître, en fait, quand il y a Kensho, il y a la vue dans sa vraie nature, euh, le, le pratiquant est Joshu, ou est le maître. Donc c'est un peu, c'est quelque chose qui n'est plus nécessaire. C'est la reconnaissance de sa vraie nature et le maître. Il n'y a plus de différence entre le maître et l'élève. C'est le maître. Alors, je vais être peut-être un peu compliqué à comprendre. Kensho, c'est le Dharmakaya. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est la nature de Bouddha, Dharma Kaya, qui se reconnaît lui-même, ou la nature de Bouddha qui se réalise elle-même. Mais dans la relation de maître à disciple, c'est aussi le Sambhogakaya. Vous savez, dans le Sambhogakaya, c'est quand le Bouddha, représenté par le maître, se présente au Bodhisattva. Donc, c'est quand il y a la relation entre le maître et le disciple. Et donc ça, c'est, je dirais, la reconnaissance par le maître, c'est dans le Sambhogakaya qu'elle se fait. Et donc, je dirais que officiellement, il n'est pas nécessaire et en réalité, je ne crois que jamais le maître, il dit, ah, c'est bien, vous avez eu Kensho. Il dira peut-être non, vous n'y êtes pas, mais quand vous l'avez, c'est superflu de le dire. Ça n'a Mhm. rien. C'est comme maintenant, nous parlons français. C'est comme vous dites, mais vous savez que vous parlez français? Vous voyez, c'est ça. Donc, ça devient superflu. Et donc, il y a la relation du maître au disciple en Sanzen, elle se fait dans le Sambhogakaya. Voilà, c'est à ce moment-là. Mais s'il n'y a pas Kensho, eh bien, ça reste une relation du maître qui, lui, est le représentant du Bouddha, mais cette fois dans le Nirmanakaya, et lui, il est l'être ordinaire, puisque je dirais, le pratiquant n'est pas encore parvenu à l'état de Bouddha. Hein. Il est potentiellement un Bouddha, mais il est un être ordinaire qui n'a pas reconnu sa vraie nature. Et alors, vous avez évoqué autre chose sur le Kensho, c'est que c'est comme une première étape de l'éveil. Oui, c'est Euh, considéré comme la première étape parce que Kensho, c'est la première expérience. Ce n'est pas à proprement parler une expérience parce que ce n'est pas en dépendance d'une pratique. Hein. La pratique est nécessaire, au moins jusqu'à l'entrée en samadhi, mais Kensho n'est pas lié à la qualité ou à l'intensité de cette pratique. Alors évidemment, comme dans l'histoire, il y a peu de personnes qui ont eu Kensho sans pratiquer, on peut dire, bon, ben, il faut pratiquer. Mais il faut bien comprendre que c'est pas nécessairement lié. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Si vous avez au-dessus de votre tête un ciel très nuageux, très obscur,
comme il fait jour, vous allez dire, ben, il y a le nuage, mais je peux pas voir il y a des nuages, donc je peux pas voir le soleil. Et pour que je puisse voir le soleil, qu'il y ait du vent pour balayer les nuages. Et la pratique consiste souvent à balayer, à ce qu'on appelle nettoyer le miroir. Mais je veux dire, le miroir pouvait balayer, bon, à un moment donné, peut-être il y a quelque chose qui va se manifester pendant ça m'a dit, quand tout va être clair, il y a le soleil qui va briller. Mais le soleil, qu'il y ait des nuages ou pas, ça ne dépend pas de la brillance du soleil, la reconnaissance ne dépend pas du fait de nettoyer ou non le ciel. Le ciel est nuageux ou non nuageux, le soleil ne dépend pas, le fait qu'il fasse jour ne dépend pas de la présence de nuages ou l'absence de nuages. Ça dépend de la présence du soleil. Et quand on pratique effectivement pour nettoyer le miroir, hein, mais au moment où ça arrive, il n'y a pas de signe avant-coureur, il n'y a pas de progression. C'est véritablement une cassure avec tout ce qui précède, un hiatus. Et donc, on en arrive à avoir cette vue. Et à partir de là, Kensho, c'est une vue, mais absolument juste. Enfin, c'est à la fois une expérience visionnaire, hein, et c'est-à-dire qu'on voit sa vraie nature, mais aussi une expérience sapientielle, c'est-à-dire qu'on la reconnaît. Parce que quand on est en samadhi, on a une expérience visionnaire, on peut voir, mais il n'y a pas d'expérience sapientielle, on ne la reconnaît pas, hein. On peut voir clairement quelque chose sans le reconnaître. Et si on ne le reconnaît pas, on ne peut pas lui donner de nom, on peut pas le nommer. Il n'y a rien qui puisse le nommer, même s'il est sans nom, mais on ne peut rien en dire. Alors que normalement, Kensho, c'est à la fois une expérience visionnaire et sapientiale, c'est-à-dire que au cœur même de l'expérience va surgir une compréhension, une pensée et une parole juste, hein, et je rappelle, qui est la manifestation du dharma du Bouddha, qui peut être une seule pensée. C'est pour ça la première, dans la triple discipline, je dirais qui est la quatrième noble vérité, prajna est la première des trois disciplines, et prajna comprend la compréhension, la pensée et la parole, juste. Donc tout ça doit s'exprimer au cœur même de l'expérience dans dhyana, qui se fait au moment du dhyana. Mhm. D'accord? Et c'est pour ça que dhyana et prajna, pour le zen, sont une seule et même chose, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de séparation. En fait, le zen euh, a connu des dérives au 9e siècle jusqu'au 11e parce qu'il y avait cette séparation entre le dhyana qui menait au samadhi, donc à une certaine tranquillité, à une forme de béatitude, à un sentiment de grâce, et prajna était étudié avec des textes où on essayait de comprendre qu'est-ce qu'a voulu dire tel ou tel sutra dans les trucs. Là, la compréhension, la pensée, la parole arrivent au cœur même d'expérience à partir du samadhi. Alors, le samadhi est un passage obligé. Il n'y a pas de kensho sans samadhi. Mhm. Et il peut y avoir du samadhi sans kensho. Donc, c'est la Et, sapientiale qui fait la différence. et alors justement, donc là, on est sur une expérience radicale quelque part. Il y a quelque chose qui va changer. Est-ce que, c'est une question un peu naïve, mais est-ce que dans l'expérience subjective, il y a quelque chose qui va demeurer ensuite après cette expérience? Est-ce qu'on va avoir quelque chose de différent? Est-ce que la personne, en gros, hein, est la même avant le Kensho et après? Ben, c'est la même, mais différente. C'est-à-dire que au moment du kensho, on comprend que l'esprit, entre guillemets, ordinaire, c'est l'esprit de Bouddha. Il n'y a pas de différence.
Et je vais dire quelque chose qui quelquefois est choquant, l'ego, c'est la nature de Bouddha. Hein. On ne perd pas son ego, pour le dire autrement. Hein. L'ego pendant le Kensho réalise, découvre, reconnaît sa propre vacuité. Mais il ne disparaît pas. La conscience est encore là, mais elle est désagrégée pendant le. Alors, c'est difficile à comprendre. La conscience, tant que on reste dans l'idée de quelque chose de solide, un peu comme un miroir qui réfléchit des objets. Donc, on dit, je suis conscient de ça, et donc, d'une certaine façon, il y a des éléments surnuméraires qui viennent se rajouter donc à la réalité, c'est-à-dire on voit quelque chose et on le nomme, et donc, le fait de nommer, c'est une façon de dire quelque chose qui est. C'est quelque chose de surnuméraire. Il n'est pas nécessaire de dire plus, hein, Mm. normalement. Mais quand on dit plus, on a rajouté quelque chose. Et donc, l'ego, euh, ordinairement, il rajoute quelque chose à lui-même, ça, c'est-à-dire sa propre histoire, ses propres représentations. Ça ne disparaît pas au moment, après quelque chose. Ça revient naturellement. On ne perd pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre la boule, ça, de devenir fou. En fait, il n'y a pas ça. Mais c'est vrai que Kensho, c'est la rupture de cette agrégation. Et l'ego, c'est une rupture qui arrive de façon inattendue, hein, qui, où il y a une réalisation, une compréhension qui s'élève, et après, on revient tout à fait normalement, et notre pratique, quelle qu'elle soit, elle devient une pratique éveillée. Mais Kensho est dit non libérateur, Mm. c'est-à-dire que on est encore sous l'emprise des passions et on peut être bouleversé par un tas de choses, par une maladie, peu n'importe quoi. Donc, on n'a pas perdu, je dirais, le contact avec la réalité, mais ça veut dire qu'on n'est pas libéré. Alors, pourquoi le Kancho n'est pas libérateur? Parce que on réalise sa nature de Bouddha, mais aussi dans la vie de tous les jours, on devient un vrai bodhisattva. Alors, pour donner, faut bien faire comprendre ça. Kensho, c'est donc l'expérience de la vacuité du Dharmakaya qui est représenté comme un cercle vide à l'intérieur. Et donc, cette expérience de la vacuité est aussi l'expérience de la compassion. Parce que durant l'expérience de la vacuité, on réalise que soi-même et tout le reste de l'univers ont fait qu'un. Et il n'y a pas, je dirais, il y avait Moumon Yamada qui disait, il n'y a pas de plus grand amour que celui-là. Hein. Donc, et effectivement, quand on revient dans le monde, notre activité devient celle du bodhisattva. Et le bodhisattva, en général, il fait le vœu de ne pas quitter, je simplifie, hein, de ne Mm. pas quitter le samsara sans avoir vidé le samsara de tous les êtres sensibles qui sont encore prisonniers. Alors, à l'évidence, tant qu'il en reste un, il sera toujours là, le Mm. bodhisattva. Et en fait, le bodhisattva, ce sera toujours le dernier à quitter samsara. Donc, pourquoi Kensho n'est pas libérateur? Parce que le bodhisattva sera le dernier à quitter le samsara. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il n'est pas libérateur. C'est pas parce que c'est une expérience, un premier degré, et qu'il faut mûrir, qu'il faut avancer pour être totalement libéré. Non, il n'est pas libérateur à cause de ça. Mm. Donc, et on considère plutôt le Satori qui est l'exacte expérience que celle de Kancho, c'est la même expérience. On considère en revanche le Satori comme étant libérateur parce que le Satori, c'est le Kancho plus la pratique éveillée. Hein. Si je vais écrire l'équation, je mettrais Satori égale Kancho plus pratique. Donc,
Kensho plus pratique, c'est quoi? C'est Kensho, c'est zen, c'est éveil, c'est le zen, c'est plus pratique, c'est l'assise, Hmm. c'est-à-dire être traversé. Donc, le zazen, c'est Kensho plus pratique. Et le Et zazen, c'est Satori. C'est pour ça que dans le Soto, on dit zazen, c'est déjà Satori et qu'il n'y a pas besoin de faire autre chose, puisque c'est déjà Satori. oui, C'est donc il n'y a pas, finalement, il n'y a pas l'imaginaire d'un point dans le futur où on va être totalement libéré. non. Il n'y a D'accord. pas de libération. En fait, soyons clairs, il n'y a pas de libération du samsara. Le fait ce qui ne veut pas dire on est tous que c'est fini. Il y a pas de sortie possible. En fait, à ce niveau-là, le samsara, le nirvana sont les deux faces d'une même pièce. Hein. Finalement, le nirvana ou ce qui est Kensho, en fait, ce qui est vu pendant Kensho, n'a pas de cause, est acausal. Mhm. Mais l'ignorance aussi, qui est le premier lien de la coproduction conditionnée, elle aussi est sans cause. Vous ne pouvez pas enlever l'ignorance par des moyens du samsara, parce que c'est pas possible. Elle est sans cause. On peut agir sur des choses qui ont des causes, mais on ne peut pas agir sur quelque chose qui est sans cause. Donc, il faut qu'il y ait une transmutation de l'ignorance en sapience. Et cette transmutation, elle a lieu pendant Kensho. J'ai une question de vocabulaire parce que vous avez évoqué le terme vacuité qui Mhm, est utilisé dans plusieurs écoles bouddhistes et qui peut être mal compris. Enfin, ça peut évoquer plusieurs choses et il peut y avoir selon les écoles, plusieurs mhm. niveaux de compréhension, on va dire. Dans ce que vous exprimez, qu'est-ce que ça renferme, cette vacuité? Alors, dans le bouddhisme, la vacuité, c'est lié à l'interdépendance des phénomènes en général. Enfin, la définition de la vacuité, ça veut dire que rien n'existe par soi-même, tout est interdépendant. Mais là, on parle de phénomènes, d'accord? Lors de Kensho, il s'agit, l'expérience de la vacuité, ça ne consiste pas à réaliser que tous les phénomènes sont interdépendants. Mhm. Ça, c'est parler de la vacuité. C'est arrivé à être, c'est arrivé avant que les phénomènes prennent naissance. Hein. C'est quand les phénomènes ne sont pas nés. Si vous voulez, dans le samsara, euh, la plupart des phénomènes sont construits à partir d'agrégats, mais aussi prennent des formes en fonction. Il y a le karma qui interagit, enfin qui a non seulement oui, il y a une interconnexion causale entre les événements qui fait que le samsara va se structurer en réalité objective. Mais ça reste du phénoménal. Hein. C'est, on ne peut pas, on ne peut pas dissoudre le samsara en remontant toutes les causes pour finalement le supprimer. On peut imaginer que le samsara, c'est une sorte d'un grand filet qui est sphérique, qui entoure une sphère. Et si il peut pas chaque nœud alors de maille du filet, c'est un phénomène particulier qui est lié à d'autres phénomènes. Mais dans cette sphère, euh, chaque point est au centre. Hein, puisque à partir de n'importe sur une sphère, à partir de n'importe quel point, vous pouvez tracer des cercles concentriques, vous arrivez toujours c'est vrai pour tous les points. Vous tracez toute la sphère. Et donc, vous ne pouvez pas arriver à la cause d'un phénomène parce que tous les phénomènes sont à la fois des causes et des Mhm. conséquences. Hein. Et il y a plusieurs manières d'aboutir à quelque chose. Donc, on ne peut pas, la réalité objective,
et donc, la vacuité, c'est reconnaître qu'il y a une interconnexion, mais on ne peut pas supprimer cette interconnexion en vidant le samsara, en vidant les phénomènes d'eux-mêmes. C'est la vacuité. Alors, comment expliquer? Dans le Mahayana, il y a donc deux écoles du Mahayana. Il y a le Madhyamaka Rangtong, Mm. qui est le Madhyamaka qui est rattaché à l'école de Nagarjuna, hein. Et puis le Madhyamaka Shantung. Quelle différence il y a entre les deux? Dans le Madhyamaka Shantung, il y a la vacuité est vide de tout ce qui n'est pas elle-même, hein. C'est-à-dire que et alors que dans le Madhyamaka Rangtong, la vacuité est vide d'elle-même. Alors, il y a dans le Sutra de l'Estrade, donc du sixième patriarche, ce sutra commence avec deux gathas. Excusez-moi, je suis un peu, j'ai l'air de digresser, mais en fait pas du tout. Dans le sutra du Nirvana, il y a au départ Huineng qui se trouve dans un monastère. Il s'agit donc de nommer le successeur, le sixième patriarche. Et donc le cinquième patriarche, Wangzhen, demande à ses moines d'écrire une gatha, c'est-à-dire une stance qui donne sa compréhension du zen. Et le premier, qui s'appelait Sheng Xiu, le moine le plus âgé du monastère et celui qui était pressenti comme étant le successeur du cinquième patriarche, a écrit une stance dans laquelle il dit le corps est l'arbre de la Bodhi, Mm. l'esprit est un miroir brillant et il faut faire en sorte de le garder toujours net. Donc il y a un nettoyage du miroir pour le garder tout net. Ça, en fait, c'est l'expression du Madhyamaka Shantong, c'est-à-dire que le miroir, il existe. Il faut le nettoyer. C'est la vacuité vide d'elle-même. On nettoie tout ce qui n'est pas la vacuité. Mais il reste le miroir. D'accord? Alors que pour Wineng, il dit il n'y a pas d'arbre de la Bodhi, aucun miroir n'existe là, là où tout est vide, où la poussière pourrait-elle s'amasser? En fait, lui, il enlève le miroir, la vacuité, elle est vidée d'elle-même. Donc, on retrouve dans ces deux gathas les deux aspects du Madhyamaka, le Shentong chez Shengxiu et le Rongtong chez Huineng. Donc, comme Huineng a été reconnu comme étant le successeur du cinquième patriarche Hongren. Donc, cette vacuité-là a été d'une façon reconnue comme étant la véritable vacuité. Mm. C'est-à-dire que pour vider, lorsqu'on pense, quand on a le mental de reflet, de représentation, pour aller comme si les agrégats disparaissaient, il y avait encore toujours cet esprit espace. Et alors que normalement, dans Kancho, c'est pas le miroir qui devient vide de reflet, c'est-à-dire qui est réalisé, mais c'est le miroir qui disparaît. Quand le miroir disparaît, les reflets disparaissent par la même occasion. Et donc, on n'est plus dans une vacuité espace, on est dans une vacuité vide d'elle-même, en sorte que il n'y a pas il n'y a pas d'œil qui voit le vide, hein. L'œil se voit lui-même comme étant vide. Il se voit lui-même comme étant vide. Et alors, ce qui est vu à ce moment-là, c'est le monde tel qu'il est. C'est le Dharmadhatu. Mm. Le Dharmadhatu diffère de la réalité objective en ce que la réalité objective, elle est associée à l'observation. Et l'observation est liée à l'observateur. Donc l'observateur est lié à l'observation non pas par le hasard, mais par le karma. Mm. Quand on reconnaît quelqu'un, on va lui donner, quand on va lui donner un nom, quand on va lui donner, on va mettre ce qu'on appelle des facteurs formateurs. On va constituer, on va construire son ego à partir de sa naissance, mais personne ne se souvient de sa naissance.
avant même, ou en tous les cas, bon, en général, on ne se souvient pas de sa naissance. Du moins, on ne se souvient pas des deux premières gamètes, parce qu'elles commencent où la naissance? Hein? On ne Bonne se souvient question. pas. On ne peut même pas savoir à ce moment-là si il y a un garçon qui va naître ou une fille. C'est un peu comme dans la boîte de Schrödinger, quand le chat, on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Hein. Donc, c'est à partir du moment où l'observateur ouvre la boîte qu'on sait que si c'est, qu'il est vivant ou mort. Mais c'est aussi quand on va venir au monde qu'on sait si on a un garçon ou une fille. Bon, mais même en naissant, on ne le sait pas. On le devient. Il y a, je ne sais plus quel philosophe, je crois, je sais plus, Simone de Beauvoir peut-être, qui a dit qu'on ne naît pas femme, on le devient, mais peut-être qu'on est, c'est pareil pour les hommes. Et en fait, on s'approprie une réalité qui n'est pas forcément la réalité. Donc, ce qu'on s'approprie, c'est une construction, c'est la réalité objective. Et cette réalité objective-là, non pas, elle n'est pas fausse, elle est liée à des causes karmiques, mais il y a aussi il ne faut pas oublier que nous étions autres avant même qu'on nous colle un nom, qu'on nous colle un sexe, qu'on nous colle une vie, etc. Et on disparaîtra de la même façon, c'est-à-dire qu'on ne connaîtra pas notre mort comme on ne connaîtra pas notre naissance, au moment où... Alors, notre naissance, pour le dire autrement, et notre mort ne sont jamais les nôtres, ce sont toujours celles des autres. Hein, c'est les autres qui nous voient naître, c'est les autres qui nous enregistrent à la mairie, et puis après, avec la conscience et tout ça, bon, on nous donne un nom, etc. On va rentrer, et puis après, on va disparaître, tout ça va disparaître. Mais qu'est-ce qui va rester là au fond? En fait, on est presque, pour ainsi dire, deux fois. On est au monde euh, parce qu'on apparaît sans qu'on ait conscience de cette apparition. En tous les cas, on n'en garde aucune mémoire. Hein, et ensuite, on va naître une deuxième fois comme un individu à part. On va finir par coller, les deux vont se coller, on va adhérer à cet individu, alors on adhère en réalité simplement à un vêtement. Hein. Et donc, lorsqu'on fait l'expérience de la vacuité, on fait l'expérience de cette réalité nue. Et au moment où on revient dans le monde, le monde se recouvre d'une peau quelque part. C'est vu ça par l'expérience. Et donc les formes, à ce moment-là, se différencient, prennent un nom, etc. Donc il y a le nom et la forme qui s'installent, qui s'installent. Mais en réalité, ce sont des vêtements. Donc, la vacuité, par conséquent, pour revenir à votre question, c'est bien la vacuité dont on parlait, c'est la vacuité vide d'elle-même, avant même, et non pas la vacuité miroir qui est vide de reflets. J'imagine que la pratique est essentielle à ce niveau-là pour avoir une réelle appréhension de ce que c'est finalement. Ben, c'est une réalisation, c'est qu'à un moment donné, vous passez là, vous passez par cette expérience ou pas. Ce qui veut dire aussi une chose qui est importante, c'est que ce n'est pas. Alors, qu'une chose, c'est une expérience qui permet de comprendre, de voir cela, parce qu'encore une fois, c'est une expérience visionnaire et sapientiale. Ce n'est pas qu'une expérience sapientiale, ce n'est pas qu'une compréhension intellectuelle. On ne peut pas, c'est véritablement une vue. Et vous pouvez répondre à des koans qu'on appelle des koan tests, comme par exemple aval d'une seule gorgée toute l'eau de l'océan Pacifique. Ça prend du sens, ce koan, lorsqu'on a vu cette vacuité. Ou bien, enfin, après, il y a une autre vacuité, une autre koan aussi test, c'est il y a un arbre tombe dans une forêt lointaine, puis s'il n'y a personne pour l'entendre, quel est ce bruit? Là aussi, vous pouvez répondre à cette question à partir de la vacuité. Hein. Alors, j'ai une question justement, parce que c'est donc c'est un chemin, hein, le zen. Mhm.
Et j'imagine que donc vous pratiquez depuis près de 50 ans. Et donc Oui, peut-être que vous avez croisé rencontré chez des pratiquants ou même chez vous-même des erreurs de compréhension ou des erreurs de pratique qui sont fréquentes, oui. des accidents de parcours quelque part qui sont quasiment Oui. inévitables. Est-ce que vous pourriez en parler éventuellement? Bah, parmi les pratiquants, l'erreur la plus fréquente, c'est de confondre le samadhi et le kenjo. Pour une grande majorité de gens, parce qu'ils ont fait une expérience de samadhi, qui est l'expérience de grâce, pensent avoir fait l'expérience de kencho. Hmm. C'est assez fréquent. Et c'est peut-être après bon toutes sortes d'erreurs. C'est une erreur qui est fréquente aussi. C'est de croire que que la vérité, l'expérience bouddhique de la vacuité ou de la vacuité ou de sa vraie nature est la même que celle qui est dans l'hindouisme. C'est-à-dire Hmm. que en fait, il y a et je suis pas un spécialiste de l'hindouisme. Bon, j'ai pas mal lu le Guénon, mais bon, c'est peut-être insuffisant. J'ai pratiqué le yoga, mais quand on fait l'expérience d'une espèce d'une extase mystique, on a l'impression de faire qu'un avec le divin. Enfin, ce sentiment c'est même un rapport de type presque sexuel puisqu'il y a, enfin, tantrique en tout cas, on va dire. Ça n'est pas l'expérience du Bouddha, du Kancho en tout cas. Et le Kancho, c'est l'expérience du Bouddha. Enfin, voir dans sa vraie nature, c'est l'expérience du Bouddha. Et aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, faire l'expérience de la vacuité, c'est se faire l'expérience de la compassion. Et une autre erreur très fréquente, c'est considérer que la compassion, c'est de l'altruisme. L'altruisme est une belle chose, c'est OK, c'est très bien, mais ça n'a pas le sens de la compassion au sens bouddhique. Euh, dans le bodhisattva de la compassion, qui s'appelle Avalokiteshvara dans le bouddhisme, dans le zen, son nom c'est Kanon. Et Kanon, le premier mot de Kanon, ça veut dire qui voit les sons. Donc on a le verbe voir. Et ce verbe-là, il s'écrit de la même manière que celui du voir de Kensho. C'est le même voir. Il se prononce Jan en chinois. Et donc ce verbe-là, c'est la modalité visionnaire qui est exprimée. Donc, on voit bien que le mot canon qui voit les sons, c'est-à-dire les sons étant la manifestation des êtres qui souffrent, hein, les plaintes, et c'est vu, c'est pas entendu ces sons avec ses oreilles, Hmm. c'est vu, c'est entendu avec ses yeux, hein. Et donc, Canon, c'est entend avec ses yeux. Et l'expérience visionnaire, c'est entendre et voir, c'est la même chose. Il y a pour faire bref, une légende chinoise qui reprend un peu cette idée, c'est la légende de Huntun. C'était un empereur chinois et qui avait une particularité anatomique étrange. Il n'avait pas d'yeux, il n'avait pas de nez, pas de bouche, pas d'oreille. Voilà, il voyait rien du tout, il entendait rien. Bon, il était tout le temps tourné, ce qu'on appelle vers son vrai soi, parce qu'il n'était pas à l'extérieur. Mais il avait deux amis, ou deux empereurs comme lui, qui trouvaient que la vie de Huntun devait être trop triste parce qu'ils n'avaient pas accès au plaisir sensuel. Donc ils décidèrent, parce qu'ils l'aimaient beaucoup, de lui faire un cadeau et de lui ouvrir un orifice sensoriel tous les jours. Donc ils commencèrent par un œil, puis un œil, et au bout du septième jour, lorsque tous les yeux, les centres, enfin les organes d'essence furent ouverts, Untun mourut. C'est-à-dire que
la vie, avant que Untun vienne à la naissance, il n'était le non-né et c'est quand il a commencé à voir le monde extérieur qu'il a connu la mort. Il est Mm. né avec, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure qu'on peut naître deux fois. On est d'abord comme Umtum sans des orifices d'essence ouverts, sans les six domaines ouverts, on va dire. Et ensuite, on est une deuxième fois quand on coupe, on perce les orifices d'essence. C'est deux naissances qui apparaissent à des moments différents, mais bon, qui sont néanmoins bien distinctes. Et l'une va conduire à la mort, alors que l'autre, étant non né, ne peut mourir. C'est pour ça qu'on peut dire que le non-né ne meurt pas, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il est immortel parce que Huntun, il va finir par mourir. Mm. Parce que on a, il y a à la fois le non-né, le nirvana, et le samsara. Huntun, c'est le samsara quand on lui a ouvert les portes d'essence, mais il a conservé son nirvana. Il n'a pas disparu pour autant. Il y a quelque chose qui n'est pas morçu. C'est ça l'équivalence du nirvana et du samsara dans ce domaine-là. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à Non, votre si, question. si, parce que c'était sur le point sur la compassion et Voilà. Avalokiteshvara. Ouais. Et juste avant de terminer cet entretien, j'ai vu que vous étiez en train enfin, que vous aviez terminé la rédaction d'un nouvel ouvrage. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Je crois qu'il va sortir l'année prochaine, c'est ça? C'est ça, oui. Il sortira chez Almora, mais pas avant juillet de l'année 2025. Alors, effectivement, c'est un ouvrage qui s'intitule Zen sans frontières, où je pars du principe que que le zen n'est pas né forcément au Japon ou en Chine, hein, mais qu'il est né dans le cœur de l'homme. Et donc, il suffit d'avoir un corps humain, il suffit d'être humain ou pas. Le zen est là, il est déjà là. Et d'une certaine façon, on n'a pas découvert le zen, c'est le zen qui nous découvre. Ce sans frontières veut dire qu'en fait, le zen n'est pas nécessairement, on ne comprend pas le zen nécessairement en allant au Japon le pratiquer. Euh, pour autant, il est important de conserver les premiers mots qui se sont appliqués au zen et au bouddhisme en général. C'est que, par exemple, moi, je ne parle jamais de méditation lorsque Hmm. pratique le dhyana ou le zazen. Je considère que le mot méditation, qui est venu avec, en fait, ce sont les missionnaires chrétiens qui se sont déplacés en Asie pour ensemencer en quelque sorte l'esprit asiatique de concepts judéo-chrétiens. Et ils ont vu que les Asiatiques pratiquaient le zazen. Mais contrairement aux Chinois, les bouddhistes sont arrivés, se sont contentés de dire dhyana, et eux, ils le prononçaient chana. Ils n'ont pas cherché à mettre un modèle Hmm. conceptuel taoïste ou confucianiste, à traduire en fait ce mot-là, dhyana, par quelque chose qui faisait sens pour eux. Les missionnaires chrétiens, eux, ont considéré, pour que cette pratique ait un sens pour eux, que, en fait, quand les Asiatiques faisaient zazen, hein, ils disaient, finalement, le mot le plus approprié, c'est méditation. Comme eux méditaient sur les Saintes Écritures. Ce qui dévoie un peu le sens. Parce que l'approche de la méditation dans le christianisme en particulier, c'est pas le zazen du zen. Hein, Hmm. voilà, c'est pas la même chose. C'est pour ça que bien que je sois entre guillemets attaché aux mots d'origine et ne pas les traduire, paradoxalement, c'est en ne les traduisant pas que le zen est universel.
Mm. Taikan Joji, donc mon maître zen de l'école Rinzai, lorsqu'on chante dans le Rinzai des sutras comme la Nyashinyo, jamais il interdit qu'on puisse les traduire. Mm. Parce que si on les traduit, on va coller un modèle conceptuel sur le texte. Et il vaut mieux, à la limite, le réciter comme un mantra, c'est un Nyashinyo, qu'essayer de lui donner un sens intellectuel. Pour lui, le zen, et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre le zen, c'est de remonter à la source, au watu, en fait, et ne pas étudier le Huawei, c'est-à-dire là, on s'égare, parce que sur le Huawei, on va donner plein de choses, on va plein d'explications, mais en réalité, on va tourner autour du pot sans jamais aller au centre des choses. Donc, l'universalité, elle réside paradoxalement dans le respect de mots intraduisibles. Hein. Le mou de Joshu, mou, c'est mou. Mais c'est pas non, c'est pas oui, c'est pas l'aboiement du chien, je sais pas, etc. Mm. Ou le beuglement d'une vache. Donc, c'est vraiment le mot de Joshu. Le mot est universel à condition d'aller au Watu, à sa racine profonde. Bah, écoutez, ça Le fait zen est beaucoup là-dessus. il y a beaucoup de choses à décortiquer dans ce que vous avez dit. Et en réalité, j'ai aussi l'impression que il y a simplement à pratiquer. Et donc, Pratique euh, assez compliquée, oui. qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui souhaiterait commencer, qui serait intéressé par cette voie? Est-ce que vous auriez un ouvrage ou un centre à recommander pour les personnes qui souhaiteraient simplement pratiquer sans trop se perdre non plus dans les concepts éventuellement? Moi, je pense qu'il faut aller faut aller au plus près, c'est-à-dire que s'il y a un centre à proximité, il faut s'y rendre. Hein. Bon, après, s'il n'y a rien, alors actuellement, il y a des outils sur Internet où il y a des gens qui enseignent par Zoom ou par WhatsApp ou je sais pas quoi. Hein. Donc, ça, c'est possible aussi. Après, ça dépend de la qualité de la recherche, de la qualité aussi de l'enseignant. Et des fois, ça marche pas. Il faut que ça matche entre les deux Hmm. aussi. Hein. Donc, c'est important. Je pense qu'il faut interroger sa propre pratique, savoir pourquoi on le fait. Parce que il y a des gens qui viennent au zen simplement pour se défendre, se détendre, et pourquoi pas, hein, il n'y a pas de. Ce que je sais, c'est que quand on vient au zen, déjà sa nature de Bouddha est en route, parce que puisque c'est sa nature de Bouddha qui se réalise elle-même, c'est elle qui se cherche avant tout. Hein. C'est elle qui se cherche. Et cette baffe que m'a filé le curé quand j'étais gamin, ben, c'était déjà ma nature de Bouddha qui était là. Et peut-être que le curé, sans le savoir, avec une idée totalement autre, il était ce bodhisattva sans le savoir. On ne sait pas où les choses vont, Hmm. d'où ça va surgir, mais c'est bizarre, quoi. Enfin, c'est des choses, des fois, on ne peut pas savoir ce qu'on fait. Et donc, il y a des livres qui sont très bons. Hein. Je conseillerais de lire Esprit Zen, Esprit Neuf de Shunryu Suzuki. C'est un petit ouvrage qui est très bien fait. Il vaut mieux lire des gens il vaut mieux lire des pratiquants que des docteurs de philosophie indienne ou asiatique, etc. Il faut des gens qui ont les mains dans le cambouis, en quelque sorte, qui sont déjà. Et je pense que, bon, alors, bon, il faut savoir que la littérature, ça ne peut être qu'un début. Hmm. À un moment donné, il faut lâcher les livres. Ça, on n'a pas le choix. Parce que euh, je donnais un exemple, bon, qui vaut ce qu'il vaut. C'est un livre, c'est comme si vous aviez perdu les clés pour rentrer chez vous. Il fait nuit
et que les seuls endroits où vous allez chercher vos clés, c'est sous un lampadaire parce que c'est là où il y a la lumière. Hmm. Hein. Donc, alors que vous habiterez bien plus les perdre ailleurs. Donc, c'est un peu ça. Les livres, c'est ça. C'est de la lumière. C'est un lampadaire qui est allumé quelque part sur le chemin. Très bien. Pendant ce temps-là, on peut voir certaines choses. Mais c'est pas là que se trouvent forcément les clés de la maison qu'on a perdues. Eh ben, écoutez, je vous remercie vraiment pour tout ça, pour ces conseils et puis ces réponses très complètes. Et je vous C'est moi qui vous remercie souhaite une d'avoir très bonne écouté. journée. Et puis, je vais essayer de mettre la vidéo en ligne normalement ce dimanche. Si tout se D'accord. passe bien, bon, on verra, c'est toujours un peu acrobatique. Mais vraiment, je vous remercie. Et puis, je vais suivre de près votre actualité et puis la sortie de votre nouveau livre l'année prochaine. D'accord. Merci. Merci de m'avoir Merci. invité encore une fois. Merci. À Très bientôt. bonne journée. Au revoir.